Le matin de Noël, tandis que les premiers rayons d'un soleil d'hiver timide peinaient à percer les volets mi-clos de ma cuisine, mon gendre, Romain, se tenait sur le seuil. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, une posture familière de défi. L'odeur réconfortante du café chaud et des épices de ma tarte aux noix de pécan flottait dans l'air, mais son ton tranchant la déchira. Martin, lança-t-il sans préambule, sa voix résonnant étrangement dans la pièce. Je dois te demander de faire tes valises et de partir d'ici dimanche. Cette maison vaut 800 000 euros et Diane et moi avons déjà contacté une agence immobilière. Je suis Martin Dubois, 72 ans, et cette maison est mon ancre depuis 43 ans. Ces mots m'ont frappé alors même que je sortais ma tarte aux noix de pécan fumante du four. La chaleur familière du plat irradiant mes mains. C'était la même tarte que je préparais chaque matin de Noël depuis 1981. Un rituel immuable. Cette cuisine, elle avait été le cœur battant de notre vie. C'est ici que j'avais vu grandir ma fille, Diane, où ses rires d'enfant résonnaient encore dans mon souvenir. C'est ici que ma femme, Éléonore, m'avait embrassé chaque matin pendant 4 décennies, avant que le cancer ne l'emporte, il y a 14 mois, laissant un vide abyssal. J'ai déposé la tarte sur la grille de refroidissement. Un geste mécanique, mon regard glissant du dessert doré vers le visage parfaitement impassible de Romain. Son blazer sur mesure, d'une coupe impeccable, m'avait sans doute coûté plus que mon budget d'épicerie mensuel, et sa confiance en lui, cette assurance facile et rodée, était écrasante. Dans le silence soudain de la cuisine, la seule chose qui traversa mon esprit, la seule chose que mes lèvres purent articuler, fut un simple « D'accord, juste ça, d'accord ». Un mot vide, un bouclier. Romain cligna des yeux, une fraction de seconde, mais je l'ai vu. J'imagine qu'il s'attendait à une dispute, à une dignité blessée, ou à un effondrement silencieux qui l'aurait fait se sentir puissant et magnanime. Au lieu de cela, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Le vieux tablier bleu avec les tournesols délavés qu'Éléonore m'avait offert en 1987, une relique d'un bonheur passé. Et j'ai hoché la tête. Je commencerai à faire mes valises demain, ai-je poursuivi d'une voix étonnamment calme. La tarte sera prête dans une vingtaine de minutes si tu veux y goûter avant l'arrivée des invités. Il m'a fixé, comme si je m'étais mis à parler une langue étrangère. Puis, il s'est ressaisi, a lissé ses cheveux foncés déjà impeccables d'un geste machinal, et a déclaré « Diane et moi ne mangeons plus de sucre raffiné. Et honnêtement, Martin, tu devrais penser à ta santé à ton âge. Les maisons de retraite ont d'excellents programmes diététiques. » Une maison de retraite. L'idée m'a serré l'estomac. J'avais 72 ans, pas 92. Je marchais 3 kilomètres chaque matin. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque 2 fois par semaine. J'avais un club de lecture animé, un jardin luxuriant qui remportait régulièrement des prix, et j'avais même appris à utiliser un podcast le mois dernier. Ma vie était pleine, riche, active. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste esquissé un sourire, un peu trop figé, et j'ai répondu « J'y réfléchirai ». Ce que Romain ignorait, ce que personne ne savait, était sur le point de tout changer. Mais pour l'heure, le secret pesait lourd, une pierre froide au fond de ma poitrine. Les invités ont commencé à arriver vers 14 heures, brisant le silence tendu de la maison avec des éclats de voix joyeux et des rires francs. Ma salle à manger, transformée pour l'occasion, rayonnait. La grande table en chêne poli, dressée avec soin pour 17 personnes. J'avais passé les 2 derniers jours plongés dans les préparatifs. La dinde farcie aux herbes embaumait délicieusement la maison. La farce au marron et à la sauge de mon jardin. Le gratin de haricots verts crémeux. La purée de pommes de terre à la crème onctueuse. La sauce aux canneberges maison. La tarte à la patate douce dorée. Et, bien sûr, cette tarte aux noix de pécan que Romain avait si dédaigneusement rejetée. Chaque plat était un morceau de tradition. Diane est arrivée la première, l'air un peu tendu, accompagnée de Romain et de leur fils, Olivier. Mon petit-fils avait 6 ans et portait un petit blazer d'un bleu marine profond dont le prix devait sans doute dépasser ma facture de chauffage hivernale. Autrefois, Olivier se précipitait vers moi dès qu'il me voyait, ses petits bras tendus, un sourire éclatant. Il m'appelait « papy »,
avec une tendresse infinie. Aujourd'hui, Romain tenait fermement sa main, le dirigeant d'un mouvement subtil vers le salon. Dis bonjour à Papy Martin, a instruit Romain, cette voix doucereuse qu'il adoptait lorsqu'il voulait paraître courtois. Bonjour, Papy Martin, a répété Olivier, sa voix monocorde, presque mécanique, avant de lever les yeux vers son père, cherchant son approbation. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, une douleur vive. Quand mon petit-fils avait-il commencé à me traiter comme un étranger? Le souvenir de ses rires innocents me brûlait les yeux. Mon frère Patrice est arrivé ensuite, son éternel sourire aux lèvres, accompagné de sa femme Carole. Puis les cousins de Diane, du côté d'Éléonore, des visages que je connaissais depuis toujours. Les Dubois étaient une grande famille. Nos voisins d'en face, les Martel, qui venaient partager notre Noël depuis 15 ans, ont franchi le seuil, apportant avec eux une bouteille de vin et des éclats de rire familiers. Le frère d'Éléonore, Richard, et sa femme Suzanne ont suivi. 17 personnes. 17 âmes emplissant ma maison de bruit, de rire et de l'odeur enivrante de la bonne cuisine. 17 personnes qui n'avaient aucune idée que Romain venait de me dire que j'étais sur le point d'être expulsé de ma propre maison, le foyer que j'avais bâti et chéri pendant plus de 40 ans. J'ai traversé l'après-midi comme si je me regardais d'en haut, une âme désincarnée flottant au-dessus de la fête. Je servais la dinde, remplissais les verres de vin et d'eau, posais des questions sur les emplois, les petits-enfants et les vacances, tout en maintenant un sourire figé. Patrice, mon frère, ne cessait de me lancer des regards inquiets. Il a toujours su me lire, mais j'ai persisté à sourire, esquivant habilement ses questions. Au milieu de ce ballet familial, j'ai remarqué que Romain s'était positionné en bout de table, à la place d'honneur. Ma place. La place que j'avais occupée à chaque Noël depuis qu'Éléonore et moi avions emménagé dans cette maison en 1981, l'année même de la naissance de Diane. Il portait une chemise Oxford d'un blanc éclatant, parfaitement repassée, et une veste de sport dont le tissu luxueux laissait deviner qu'elle provenait d'une boutique chic où les vendeurs vous apportent un verre de whisky pendant que vous faites vos achats. Il avait l'air cher, impeccable, d'une certitude inébranlable. Il avait l'air de posséder déjà les lieux, de régner sur ce royaume qui était le mien. « Martin » a-t-il lancé, sa voix coupant à travers le brouhaha joyeux de la salle à manger, juste au moment où je déposais la saucière de sauce au canneberge maison, d'un rouge écarlate, sur la table. Diane et moi avons une annonce à faire. La pièce s'est tue d'un coup. Les fourchettes sont restées suspendues à mi-chemin des bouches. Les conversations se sont éteintes, remplacées par un silence pesant. Diane avait l'air profondément mal à l'aise, son regard fuyant, ses épaules légèrement rentrées. Elle était ma fille, mon enfant unique, et je pouvais encore lire chaque expression sur son visage, même si elle avait maintenant 43 ans. Elle avait l'air de vouloir être partout, sauf ici. Comme la plupart d'entre vous le savent, a poursuivi Romain, sa voix empreinte de cette douceur feinte, ce ton rodé de quelqu'un qui avait répété ce moment, Éléonore nous a quittés l'année dernière. Cela a été incroyablement difficile pour nous tous, et particulièrement pour Martin. Il a prononcé mon nom comme s'il parlait d'un personnage tragique dans une pièce de théâtre. « Martin a été si fort ?» a repris Romain, son regard balayant l'assemblée avec une fausse compassion. Mais Diane et moi nous inquiétons de le voir vivre seul dans cette grande maison. C'est beaucoup trop pour quelqu'un de son âge. L'entretien, le jardin, les escaliers. Ces mots étaient des coups de marteau dissimulés sous un gant de velours, chacun visant à saper ma légitimité. J'ai vu des têtes hochées avec une compassion mêlée de gêne. Les Martel ont échangé des regards lourds de sous-entendus, et Richard, le frère d'Éléonore, a plongé son front dans son verre de vin, comme s'il y cherchait une réponse ou un refuge. Une tension palpable flottait désormais dans l'air, plus dense que le parfum de dinde rôtie et de cannelle qui imprégnait encore la salle à manger. « Alors » a repris Romain, sa voix douce et assurée, coupant le silence comme une lame polie. Il a tendu la main pour presser celle de Diane, un geste théâtral qui se voulait réconfortant, mais qui, pour moi, sonnait faux. Diane et moi avons pris la décision d'aider Martin à s'installer dans une situation de vie plus appropriée. Nous avons visité de merveilleuses maisons de retraite qui... Que dites-vous exactement ? La voix de Patrice a fusé à travers la pièce, tranchante et inattendue,
coupant net les paroles de Romain. Un frisson a parcouru l'assemblée. Le sourire de Romain n'a pas vacillé, un masque inébranlable sur son visage. Nous disons que Diane et moi allons reprendre la maison. Nous avons déjà parlé à un agent immobilier de la valeur de la propriété. Elle vaut 800 000 euros sur le marché actuel, et nous pensons que c'est la taille idéale pour notre famille qui s'agrandit. Olivier a besoin de plus d'espace, et nous espérons lui donner un petit frère ou une petite sœur bientôt. Le silence qui a suivi était glacial, plus dense encore que le précédent. Chaque mot de Romain avait résonné comme un coup de marteau sur le marbre, et maintenant, l'écho de cette brutalité s'attardait, gelant les sourires et les conversations. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le tapis épais. Reprendre, a répété Patrice, lentement, le mot s'échappant de ses lèvres comme s'il cherchait à en sonder la pleine signification. Vous voulez dire? Eh bien, a ri Romain d'un petit rire léger et condescendant, c'est une maison de famille. Nous la gardons dans la famille. Et bien sûr, nous aiderons Martin à trouver un endroit agréable. Il y a un établissement à... Il a agité la main d'un geste vague, comme si les détails étaient insignifiants. Est-ce que Martin veut déménager? C'était Suzanne, la belle-sœur d'Éléonore, qui avait toujours été d'une franchise parfois brutale, à la limite de l'impolitesse, et que j'avais toujours secrètement aimée pour cela. Son intervention a été une bouffée d'air frais dans cette atmosphère viciée, une petite étincelle de rébellion. Je me suis souvenu d'une fois, il y a des années, où elle avait dit à un invité prétentieux que son chapeau lui donnait l'air d'un champignon vénéneux. Le sourire de Romain a finalement faibli, une fissure à peine perceptible dans sa façade polie. Il ne s'agit pas de vouloir, Suzanne. Il s'agit de ce qui est réaliste. Martin ne peut pas entretenir une maison comme celle-ci tout seul. Il est... Je suis juste là, ai-je dit doucement, ma voix résonnant plus fort que je ne l'aurais cru dans le silence. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je me tenais près de l'embrasure de la porte de la cuisine, une cuillère de service encore à la main, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je prenais la parole depuis que l'annonce de Romain avait commencé. J'avais été un spectateur silencieux de mon propre démantèlement. Je suis juste là, ai-je répété, un peu plus fermement, et je peux parler pour moi-même. Le visage de Romain a rougi. Bien sûr, Martin, j'essaie juste d'aider. Vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre cette maison tout seul. Voilà, c'était ça, l'hypothèse insidieuse qui s'était construite depuis 14 mois, depuis la mort d'Éléonore. L'idée que j'étais impuissant, que je n'avais jamais travaillé, que je n'avais pas d'argent à moi, que j'étais juste un vieil homme attendant d'être géré par son gendre plus compétent. Chaque mot était une tentative de me réduire, de me déposséder non seulement de ma maison, mais de ma dignité, de mon autonomie. Il m'avait déjà relégué au passé, comme un meuble encombrant. Vous avez probablement raison, ai-je dit, et j'ai vu le visage de Romain s'éclairer d'une victoire prématurée. Un goût amer m'est monté à la gorge, mais je l'ai ravalé. Exactement, a rayonné Romain, gonflé d'autosatisfaction. Vous voyez, Martin comprend. Il est si raisonnable à ce sujet. Je me suis retourné pour rentrer dans la cuisine, puis j'ai marqué une pause et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'aurai besoin de quelques semaines pour organiser les choses, cependant. Il y a pas mal de choses à gérer, de la paperasse et tout ça. J'ai laissé planer le tout ça comme une menace voilée, un détail insignifiant pour lui, mais lourd de sens pour moi. Bien sûr, a dit Romain avec une fausse grâce, nous ne sommes pas des monstres. Prenez jusqu'à Noël. Cela vous donne presque un mois. Il a prononcé ces mots comme s'il me faisait une immense faveur, m'octroyant un délai d'exécution. Noël. Il me donnait jusqu'à Noël pour faire mes cartons, pour emballer 43 ans de ma vie. 43 ans de souvenirs, de rires, de larmes, d'Éléonore. La maison où j'avais vu Diane grandir, où nous avions fêté tant de Noël, où chaque recoin portait l'empreinte de notre famille. Le terme même de Noël résonnait comme une ironie cruelle. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai commencé à couper la tarte aux noix de pécan avec une précision presque chirurgicale. Mes mains étaient étonnamment stables. Mon esprit, lui, était d'une clarté absolue, comme un lac de montagne après une tempête. Derrière moi,
La conversation a lentement repris, hésitante, comme un moteur qui tousse avant de redémarrer. Quelqu'un a tenté de changer de sujet, évoquant un match de football. Les Martel ont trouvé des excuses et sont partis tôt, leur visage marqué par un mélange de pitié et de dégoût. Les amis de Romain, eux, avaient déjà quitté la table plus tôt, leurs expressions affichant un malaise évident face à cette annonce déplacée. J'ai apporté la tarte. Romain, malgré ses sempiternelles tirades sur les sucres raffinés, en a mangé 2 parts, engloutissant sa victoire avec gourmandise. Vers 18 heures, tout le monde était rentré chez soi, sauf Patrice. Il avait envoyé Carole en avance et était resté pour m'aider à nettoyer, une vieille habitude, un geste de loyauté inconditionnelle. « Marty », a-t-il dit. Il était le seul à encore m'appeler ainsi, un vestige de notre enfance, un surnom qui me ramenait à une époque plus simple. C'était quoi ce cirque? Je faisais la vaisselle dans l'évier, observant les bulles de savon capter la lumière du soleil couchant qui filtrait à travers la fenêtre donnant sur le jardin. Le ciel se teintait de nuances d'orange et de violet. Dans cette lumière déclinante, je pouvais apercevoir mon jardin, les rosiers qu'Éléonore avait plantés pour notre 20e anniversaire de mariage, le potager que j'avais agrandi chaque année, le vieux chêne où nous avions accroché une balançoire pour Diane quand elle avait 3 ans. Tant de souvenirs, enracinés dans cette terre, dans ces murs. C'était Romain qui a abattu ces cartes, ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Et tu as juste dit oui. La voix de Patrice montait en intensité. Marty, il ne peut pas juste prendre ta maison, n'est-ce pas? Je me suis tourné pour regarder mon frère. Il avait 75 ans, 3 ans de plus que moi, et son visage était rouge de colère pour moi. Une colère pure, désintéressée, qui me réchauffait un peu le cœur. Je suis veuf. Diane est ma seule héritière. La maison vaut presque 1 million d'euros. Pourquoi ne penserait-il pas qu'il peut la prendre? Parce que tu es vivant. Patrice a jeté le torchon sur le comptoir avec un claquement sec. Parce que c'est ta maison. Parce que tu as élevé sa femme ingrate. Et c'est... Il s'est arrêté, respirant difficilement, les yeux brillants d'indignation. Marty, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai séché mes mains avec soin sur mon tablier et je les pliais méticuleusement sur le comptoir. Je vais faire mes cartons, ai-je dit, le regard lointain. Tu abandonnes comme ça? Je n'ai pas dit ça. Un léger sourire a effleuré mes lèvres. Patrice m'a fixé du regard, cherchant à percer mon masque de sérénité. Puis, lentement, très lentement, un sourire a illuminé son propre visage. Tu as un plan. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais si, tu as ce regard. Oh mon Dieu, Marty, tu as ce même regard que tu avais quand le premier avocat d'Éléonore a essayé de compliquer la situation de garde de Diane en 85. Tu avais ce même regard quand la ville a voulu modifier le zonage du quartier en 93. Il s'est approché, son excitation grandissant. « Qu'est-ce que tu prépares, Martin ?» J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant la chaleur de son soutien indéfectible. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça ?» Mon frère m'a regardé longuement, ses yeux scrutant les miens, puis il a hoché la tête, une lueur de compréhension et d'anticipation dans le regard. « De quoi as-tu besoin ?»« J'ai besoin que tu ne poses aucune question pendant 2 semaines. Tu peux faire ça ?»« 2 semaines? Peut-être 3. Et après ?»« Et après ?» ai-je dit, un sourire énigmatique aux lèvres. « Nous aurons un autre dîner de famille. » Patrice m'a embrassé la joue avant de partir. J'ai verrouillé la porte et commencé ma déambulation habituelle dans les pièces sans allumer une lumière. Le crépuscule d'hiver, froid et bleuté, épousait parfaitement mon humeur. Le salon, où Diane avait fait ses premiers pas. Le couloir étroit, où nous marquions sa taille sur le chambranle chaque anniversaire, jusqu'à ses 18 ans. La chambre principale, où Éléonore s'était éteinte paisiblement il y a 14 mois, ma main serrée dans la sienne. Romain pensait que ce n'était qu'une maison valant 800 000 euros. Il n'avait aucune idée de l'âme qui imprégnait ses murs. Je me suis dirigé vers le bureau d'Éléonore, ses livres classés par ordre alphabétique, ses lunettes de lecture sur le coin de l'acajou, son stylo plume Waterman, une légère fragrance de lavande et de santal,
sans doute le fruit de mon imagination. J'ai ouvert le tiroir du bas. La boîte métallique grise. Éléonore me l'avait montrée le soir de nos noces. S'il m'arrive quoi que ce soit, tout ce dont tu auras besoin est là-dedans. Ne l'ouvre que si tu y es obligé. Je n'avais jamais posé de questions. Je lui avais fait confiance pour tout. J'ai retiré la petite clé de la chaîne que je portais autour du cou depuis sa mort. Un déclic sec a brisé le silence. J'ai ouvert la boîte. L'intérieur était rempli de documents méticuleusement organisés. Relevés bancaires, titres de propriété, certificats d'action, police d'assurance, calligraphiés de son écriture soignée, avec date et notes dans les marges. Et posé sur le dessus, une enveloppe. Mon nom, de sa main. Pour Martin Dubois, mon brillant mari. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Mon très cher Marty, si tu lis ceci, je suis parti. J'ai essayé de rendre les choses aussi simples que possible. Tu laisses les gens te sous-estimer parce que tu n'as jamais eu besoin qu'ils sachent à quel point tu es capable. Mais maintenant, j'ai besoin que tu sois pragmatique toi aussi. Tout est à ton nom. La maison, les comptes, les investissements. Tout. Diane est mentionnée dans mon testament, mais seulement après toi. Romain ne le sait pas. Je ne lui faisais pas confiance quand j'étais en pleine santé, et je lui fais encore moins confiance maintenant que j'écris ceci depuis un lit d'hôpital. Le titre de propriété de notre maison se trouve dans la section A. Dans la section B, tu trouveras la documentation des autres propriétés. Oui, propriété, au pluriel. Je ne t'en ai jamais parlé parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes, mais j'ai fait de très bons investissements. Dans la section C, les numéros de compte. Le total est substantiel, mon amour. Tu n'auras jamais à te soucier de l'argent. J'ai inclus les coordonnées de mon avocat, maître James Mitchell. Tu l'as rencontré à notre fête du 41e anniversaire, ce grand homme un peu réservé. Il sait tout et t'aidera. N'hésite pas. Romain essaiera de tout prendre. Je le sais, j'ai vu la façon dont il regardait notre maison, comment il calculait, comment il parlait des biens familiaux comme s'il en avait déjà hérité. Ne le laisse pas faire. Ne lui cède rien. Tu es plus fort qu'il ne le sera jamais, même s'il refuse de le voir. Je t'aime. Je t'ai aimé depuis 1979, quand tu es entré dans mon bureau avec cette question fiscale, et que j'ai fait semblant d'avoir besoin de 3 rendez-vous pour y répondre, juste pour pouvoir te revoir. C'était le meilleur investissement de ma vie. Prends soin de notre Diane, et prends soin de toi. Pour toujours tienne, Éléonore. Je suis resté assis, les larmes coulant librement. Même partie, Éléonore continuait de me protéger. J'ai sorti le premier document de la section A. Titre de propriété, 847, rue de l'Érable. Propriétaire, Éléonore Jeanne Dubois et Martin Dubois. Entièrement payé, décembre 1998. Section B. Titre de propriété, 1243, avenue des Chênes. Propriétaire, Martin Dubois. Bien locatif, acheté en mars 2003. Un autre, 567, rue des Pins. Encore un, et un autre, et un autre. Lorsque j'eus fini, je fixais une pile de documents pour 17 propriétés, toutes à mon nom, toutes acquises par les investissements méticuleux d'Éléonore, toutes générant des revenus que je n'avais jamais consultés. Elle avait bâti un empire sans que je m'en rende compte, juste pour nous. Section C. Relevé bancaire, 850 392 €. Portefeuille d'investissement, 2 350 891 €. Certificat d'action, 1 070 000 €. J'ai continué à lire, à additionner, à calculer mentalement, exactement comme elle me l'avait appris. Au moment où j'ai atteint la dernière page, le total est apparu clairement. Ma valeur nette s'élevait à environ 12 millions d'euros. J'ai éclaté de rire. Un rire incontrôlable, rauque, qui montait du plus profond de mes tripes. Assis dans le bureau de ma défunte femme, dans l'obscurité à peine troublée par les lampadaires, j'ai ri jusqu'à ce que les larmes me montent aux yeux. Un rire amer, libérateur, teinté d'une ironie cinglante. Romain m'avait traité de vieil homme incapable de conserver sa maison. Il avait annoncé devant 17 personnes que ma maison de 800 000 € allait lui revenir parce que j'étais trop démuni pour l'entretenir.
Il n'avait aucune idée que je possédais 17 autres propriétés, que j'avais près de 12 millions d'euros en actifs, qu'Éléonore m'avait protégé de ce scénario précis avec une prévoyance presque prophétique. J'ai remis les documents dans la boîte, puis j'ai pris mon téléphone et composé le numéro inscrit au bas de sa lettre. Mitchell et associé. James Mitchell à l'appareil. Monsieur Mitchell, mon nom est Martin Dubois. Je crois que ma défunte épouse Éléonore vous a dit que je pourrais vous appeler. Une brève pause. Monsieur Dubois, j'attendais votre appel. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Éléonore était une bonne amie. J'ai besoin de conseils juridiques. Mon gendre vient de m'informer qu'il s'approprie ma maison. Il l'a annoncé à toute ma famille lors du dîner de Noël. Il pense que je n'ai pas les moyens de la garder. Connaît-il le plan successoral d'Éléonore? Non. Les propriétés? Non. Les comptes? Non. Éléonore parlait souvent de vous, a repris James, sa voix plus douce. Elle était très fière de vous. Vous a-t-elle jamais parlé de ce qu'elle préparait? Dans les moindres détails. Ma voix était un peu rocailleuse. 3 mois avant de nous quitter, elle est venue me dire qu'elle voulait tout blinder légalement. Elle ne faisait pas confiance à Romain. James a acquiescé. Elle a été extrêmement précise sur la structure de la succession. Une femme remarquable. Je n'ai jamais rien su de tout ça. Ni les propriétés, ni l'argent. Elle voulait vous épargner les inquiétudes tant qu'elle était en vie. Mais elle savait qu'un jour, vous auriez besoin de prendre les rênes. Il a sorti un document à l'entête officielle. Ceci est le testament d'Éléonore. L'avez-vous vu? Non. La maison vous est léguée pour toute votre vie. Vous avez le droit d'y vivre jusqu'à votre décès ou de la vendre. Ce n'est qu'après votre mort que Diane en hérite, et sous des conditions spécifiques. Lesquelles? Diane ne peut hériter que si elle n'est pas mariée à Romain au moment de votre décès. Si elle l'est, la maison est placée dans une fiducie au seul bénéfice de ses enfants. Romain ne pourra jamais y toucher. Un frisson a parcouru ma colonne. Éléonore avait vu à travers son vernis de charme jusqu'à l'os de son avidité, bien avant moi. Elle m'a dit un jour, a poursuivi James d'une voix basse, que Romain regardait votre maison comme un requin lorgne le sang dans l'eau. La métaphore m'a glacé. J'ai revu le regard de Romain ce soir de Noël, ce mélange de convoitise et de certitude prédatrice. Il a fait glisser un document sur la table. Le titre de propriété du 847 Maple Street. Vos 2 noms comme copropriétaires, avec le décès d'Éléonore, vous en êtes l'unique propriétaire. Entièrement payé. Romain n'a aucune revendication légale. Il ne le sait pas. Mon ton était empreint d'une étrange satisfaction. Manifestement non, sinon il n'aurait pas annoncé une prise de contrôle lors du dîner de Noël. James s'est penché en arrière. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. L'annonce de Romain, ses phrases cinglantes sur les maisons de retraite, le chiffre de 800 000 euros balancé avec assurance, le silence de Diane, l'ultimatum. James prenait des notes, son visage s'assombrissant à chaque détail. Abus de faiblesse financier sur personne âgée, a-t-il déclaré. C'est illégal. Sanctions civiles et pénales. Je ne veux pas envoyer ma fille en prison. Votre fille n'a pas fait ça. C'est son mari. Diane est une victime collatérale de son ambition. Il a sorti une pile de documents. Parlons du reste de vos actifs. Nous avons passé l'heure suivante à tout examiner. Éléonore avait tenu James informé de chaque achat, chaque investissement, chaque compte. L'ampleur de sa prévoyance me laissait stupéfait. Les propriétés locatives génèrent 47 000 euros par mois, soit 564 000 euros par an. Le portefeuille d'investissement a augmenté de 8% par an en moyenne. Vos actifs liquides s'élèvent à 4,2 millions d'euros. Votre patrimoine net total était de 12 847 392 euros vendredi dernier. J'ai regardé par la fenêtre. Et Romain pense que je suis un vieil homme sans le sou qui ne peut pas payer sa facture de chauffage. Ce qui nous donne un avantage stratégique considérable. James a tiré un bloc-notes vierge. Nous le laissons continuer à le penser. Nous le laissons faire ses plans, contacter des agents immobiliers. Plus il en fait, plus nous recueillons de preuves. Pendant ce temps, nous documentons tout, chaque conversation, chaque menace. Nous montons un dossier en béton armé. Et puis,
au bon moment, nous le confrontons. Légalement, publiquement, complètement. Quand James a esquissé un sourire qui ne promettait rien de bon pour Romain. Au dîner de Noël, il vous a donné jusqu'à Noël pour déménager. Donnons-lui une surprise qu'il n'oubliera jamais. Je suis rentré avec un plan qui semblait à la fois audacieux et terriblement juste, et un petit enregistreur numérique glissé dans la main par Mitchell. Enregistrez chaque conversation avec Romain ou Diane. Cet état autorise l'enregistrement à une seule partie consentante. C'est légal. L'idée me serrait le cœur, mais la nécessité de protéger mon foyer primait. Cet après-midi-là, Romain a appelé. « Martin, j'espère que tu as commencé à faire tes cartons. Diane et moi sommes passés devant la maison. Les feuilles ont besoin d'être ratissées. Ça affecte la valeur de revente. » Mon pouce a trouvé le bouton de l'enregistreur. J'ai commencé à trier des choses. Bien, j'ai pris rendez-vous avec une entreprise de déménagement pour le 15 décembre. 2 semaines pour être complètement parti, directement vers la maison de retraite. C'est très efficace de ta part. Il faut bien que quelqu'un s'organise. Diane est trop sentimentale. Elle voulait te laisser jusqu'au printemps. Mais j'ai dit qu'on devait penser à l'avenir d'Olivier. Cette maison aurait dû être la nôtre depuis des années. Éléonore s'est accrochée à tout ça bien trop longtemps. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais contribué financièrement. Tu n'étais qu'un homme au foyer. Et maintenant qu'Éléonore est partie, tu dois être réaliste. Cette maison est le seul bien que tu possèdes, et Diane mérite son héritage. Un homme au foyer. Le terme, prononcé avec un tel mépris, balayait des décennies de ma vie. Éléonore elle-même avait toujours dit que je travaillais plus dur qu'elle. Ce n'était pas un rôle passif, c'était un choix de vie partagé, un pilier sur lequel notre bonheur était bâti. « Je vois », ai-je murmuré. « Je suis content que tu sois raisonnable. Oh, et Martin, quand tu feras tes cartons, ne prends aucun meuble. La maison se vendra mieux meublée par des professionnels. Ces vieux meubles ne tiendront pas dans un appartement de maison de retraite. Nous en ferons don et déduirons les impôts. » Il a raccroché, sans attendre de réponse. Le voyant rouge de l'enregistreur clignotait sur la table basse, témoin silencieux. Ne prends aucun meuble. Ces meubles qu'Éléonore et moi avions choisis ensemble au fil de 43 ans, la table en chêne autour de laquelle nous avions partagé des centaines de dîners, le rocking chair où j'avais bercé Diane puis Olivier, la grande horloge de parquet, cadeau de mariage des parents d'Éléonore. Romain venait de rayer d'un revers de main tout un pan de notre histoire. J'ai envoyé le fichier audio à James Mitchell. Il m'a rappelé dans l'heure. Parfait. Il établit clairement son intention de vous priver de vos biens. Continuez d'enregistrer. Le lendemain, je me suis rendu à ma banque. Le directeur connaissait Éléonore et moi depuis plus de 30 ans. Il m'a regardé avec une expression surprise lorsque je lui ai demandé les relevés de tous les comptes à mon nom. « Monsieur Dubois, êtes-vous certain ? Il y a un certain nombre de comptes. » Son sourcil s'était levé, trahissant un léger étonnement. 45 minutes plus tard, je ressortais avec un dossier d'environ 3 cm d'épaisseur. Le poids des documents dans mes mains était lourd, étrangement symbolique. Je me suis assis dans ma voiture, garée sur le parking de la banque, le moteur coupé, le silence seulement rompu par le bruissement des pages. J'ai commencé à les parcourir, page après page, le cœur battant la chamade. Compte courant à la Première Banque nationale de la Rivière, 87 392 €. Compte d'épargne à la Première Banque nationale de la Rivière, 760 000 €. Compte de marché monétaire à la Première Banque nationale de la Rivière, 1 200 000 €. Compte d'investissement chez Hartford Securities, 2 347 891 €. Compte de retraite chez Hartford Securities, 1 847 293 €. Je continuais à découvrir des comptes dont j'ignorais l'existence. Chacun portait mon nom, Martin Dubois, comme unique propriétaire. Chacun avait été géré avec une précision méticuleuse par Éléonore, s'accumulant régulièrement au fil des décennies. Elle, qui semblait si absorbée par son jardin et nos projets familiaux, avait manifestement mené une vie financière parallèle, un jardin secret de chiffres et d'investissements. Une vague de tendresse et d'admiration m'a submergé. Elle avait tout fait pour moi, pour nous, sans jamais un mot, juste par amour et prévoyance.
Au milieu des relevés, j'ai trouvé des dépôts automatiques de 47 000 euros arrivant chaque mois d'une entité appelée Gestion immobilière Dubois, SARL. Le revenu locatif dont James avait parlé. J'ai conduit jusqu'à l'adresse indiquée. C'était un petit bureau dans un centre commercial, coincé entre un pressing et un cabinet fiscal. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, était assise à un bureau jonché de dossiers. Je suis Martin Dubois. Je crois que ma défunte épouse, Éléonore, était propriétaire de cette entreprise. Son visage a changé instantanément. Monsieur Dubois, je suis tellement désolé. Je suis Linda Chenard, la gestionnaire immobilière. Êtes-vous ici pour vendre les propriétés? Non, je suis ici pour comprendre ce que je possède. Elle a sorti un grand classeur usé, impeccable, avec des onglets pour chaque propriété. 17 onglets. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Madame Dubois les a acquises sur 20 ans. Toujours dans de bons quartiers, toujours avec un fort potentiel locatif. Toutes actuellement louées. Elle a parcouru chaque bien avec une fierté évidente. Éléonore avait construit un véritable empire sous mon nez, sans jamais en faire étalage. Le revenu locatif mensuel total s'élève à 47 300 euros. Votre revenu net mensuel est d'environ 43 000 euros, soit 516 000 euros par an. 516 000 euros par an. Et Romain pensait que je ne pouvais pas me permettre de garder ma maison. Linda, j'ai besoin de copies de tout. Et ne mentionnez à personne que je suis venu ici. Elle hocha la tête. Vos affaires sont vos affaires. Je quittai le bureau avec 2 sacs débordants de documents, le poids de la vérité imprimé dans mes paumes. Patrice me coinça au supermarché le mercredi suivant. Marty, tu m'évites? Je suis occupé. Occupé à faire tes cartons pour donner ta maison à ce barracuda? Il attrapa mon chariot. Parle-moi. Je regardai le visage inquiet de mon frère et pris une décision. Monte dans la voiture. Nous roulâmes jusqu'au parc où Éléonore et moi emmenions Diane enfant. Les vieux chênes étaient les mêmes, immuables. Assis à une table de pique-nique, je lui racontai tout. Le coffre, la lettre, les 17 propriétés, l'argent, James Mitchell, le plan. La bouche de Patrice s'ouvrait à chaque révélation. Quand j'eus terminé, un silence lourd s'installa. 12 millions, dit-il finalement. 12 847 392 euros à vendredi dernier. Et Romain pense? Patrice éclata de rire. Un rire profond, incontrôlable, les larmes aux yeux. Oh mon Dieu, Marty, cet homme n'a aucune idée de ce qui l'attend. J'ai besoin que tu gardes ce secret jusqu'à Noël. Est-ce que je peux venir au dîner? J'ai besoin de voir sa tête. Tu es invité. Place au premier rang. Patrice s'essuya les yeux. Qu'est-ce que Diane sait? C'était la question qui me tenait éveillé la nuit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle fait partie de tout cela ou si Romain la manipule. Mais elle ne m'a pas appelé une seule fois depuis le matin de Noël pour demander si j'allais bien. Pas un seul signe. Ce week-end-là, Romain vint à la maison à l'improviste. Je taillais les rosiers d'Éléonore quand j'entendis la porte s'ouvrir. Il avait obtenu la clé de Diane. Je rentrai, les mains maculées de terre, pour le trouver dans le salon. 1 mètre ruban à la main et un carnet ouvert. « Romain, je ne savais pas que tu venais. J'ai besoin de prendre des mesures. » Il ne leva même pas les yeux. « Ton canapé est terriblement démodé. » J'allumai discrètement l'enregistreur dans ma poche. « Tu planifies déjà l'agencement? Nous prenons possession le 1er janvier. » Il mesura le salon d'un geste sec. « Canapé d'angle ici, et nous allons abattre ce mur pour ouvrir sur la cuisine. Tout l'aménagement est si cloisonné et désuet. » Il se déplaça vers la cheminée. « Ça devra partir. Les cheminées à gaz sont plus efficaces. Et nous remplacerons le parquet par du carrelage chauffant. » Il décrivait la démolition de tout ce qu'Éléonore et moi avions construit, choisi ensemble, chaque souvenir incrusté dans ses murs. C'était comme s'il arrachait des pages de notre histoire. « Cela semble cher », réussis-je à articuler. « Oh, ça le sera. Probablement 200 000 euros pour la rénovation complète, mais la maison vaudra 1,2 million d'euros une fois que nous aurons fini. C'est donc un bon investissement. » Il me sourit, un sourire condescendant qui ne manquait pas de venin.
Tu vois, Martin, c'est pourquoi tu n'aurais jamais pu entretenir cet endroit. Tu ne comprends pas la valeur des propriétés et les investissements. Tu n'as jamais eu à penser à ces choses du vivant d'Éléonore. Je me mordis la langue si fort que je sentis un goût métallique de sang. La douleur physique était un exutoire bienvenu pour la fureur qui montait en moi. Romain continua à prendre des mesures pendant encore 28 minutes, griffonnant des notes sur l'abattage des murs, la modernisation des salles de bain et le remplacement des placards de cuisine. Il parlait de la maison comme si elle était déjà la sienne, comme si j'avais déjà déménagé, comme si mes 43 années passées ici n'avaient jamais existé. Quand il partit enfin, laissant derrière lui un vide bruyant, je m'assis sur mon canapé démodé, dans mon salon désuet, et écoutais l'enregistrement. Chaque mot de Romain était une flèche empoisonnée, mais aussi une preuve irréfutable. Puis j'appelai James Mitchell et lui envoyai le fichier audio. Elle établit une intention claire de vous priver définitivement de votre propriété, dit James, puis il se corrigea. Il le fait. Il planifie des rénovations, il a un calendrier, il traite la maison comme la sienne. C'est une excellente preuve, Martin. Comment allez-vous? Je suis en colère. La simplicité de ma réponse ne disait rien de la tempête qui faisait rage en moi. Bien, utilisez cette colère, mais restez calme devant lui. Laissez-le continuer à parler. Plus il en dit, plus notre dossier devient solide. Le lundi de la 3e semaine, je rencontrai le comptable d'Éléonore, Harold Jang. Le bureau d'Harold se trouvait dans le même immeuble que celui de James Mitchell, 2 étages plus bas. L'ascenseur, silencieux et rapide, me déposa dans un couloir impeccable. Harold était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 45 ans, avec des lunettes fines posées sur le nez et un nœud papillon impeccablement noué. Son bureau était ordonné, rempli de classeurs et d'écrans d'ordinateur, l'air imprégné d'une odeur de papier et d'encre. Monsieur Dubois, je suis si heureux que vous soyez enfin venu me voir. Je gère vos comptes depuis le décès de Madame Dubois, mais je n'étais pas certain que vous examiniez les relevés que je vous envoyais. Sa voix était professionnelle, mais teintée d'une pointe de soulagement. Je ne les examinais pas. Je ne savais pas qu'ils existaient avant il y a 2 semaines. La gêne me pinça un peu, mais la vérité devait être dite. Il parut surpris, ses sourcils se haussant derrière ses lunettes. Madame Dubois ne vous a pas parlé des comptes? Elle voulait me protéger. Elle ne voulait pas que je m'inquiète. Le regret de son silence, si bien intentionné, me traversa. Eh bien? Harold fit apparaître quelque chose sur son ordinateur d'un mouvement fluide. Laissez-moi vous montrer de quoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. L'écran s'illumina, révélant une feuille de calcul avec des dizaines de lignes, chacune représentant une parcelle de cette fortune cachée. Monsieur Dubois, vos actifs totaux s'élèvent à 12 891 847 €, en hausse par rapport à la semaine dernière. Le marché a connu une excellente semaine. Vos dépenses mensuelles sont de 3 200 €. Vos revenus locatifs nets, 43 000 € par mois. Vous générez environ 40 000 € de flux positifs mensuels. Vous pourriez vivre de ce seul revenu sans jamais toucher à votre capital. Les chiffres résonnaient dans le bureau impeccable d'Harold. Mon esprit tentait d'en saisir l'ampleur. 12 891 000. Éléonore. Toujours Éléonore. Alors, quand Romain dit que je n'ai pas les moyens de garder ma maison, Harold sourit. Monsieur Dubois, vous pourriez acheter 10 maisons comme la vôtre, comptant. Vous êtes l'un de mes clients les plus fortunés. Harold, j'ai besoin de relevés détaillés pour tout, chaque compte, chaque propriété, chaque investissement. Imprimés et reliés. Des preuves incontestables. Pour le tribunal? Peut-être. Ou pour une réunion de famille? Je peux avoir ça vendredi. Le mercredi suivant, Romain appela. Martin, les déménageurs sont prévus pour le 15. Tu as fait tes cartons? J'y travaille. Mon pouce trouva le bouton de l'enregistreur. Il faut travailler plus vite. L'entrepreneur vient le 17 pour commencer la démolition. J'ai aussi trouvé une maison de retraite. Les Jardins du Crépuscule. 3 200 € par mois pour un studio. Tu peux te permettre ça avec ta pension? 3 200 €. Exactement mes dépenses mensuelles. Il avait dû appeler en prétendant se renseigner pour son propre père. Je pense que je peux me débrouiller. Vraiment?
Ta pension, c'est quoi? 1 800 euros? Où trouves-tu les 1 400 restants? J'ai quelques économies. Oh, Martin, sa voix dégoulinait de condescendance. Ne mens pas pour sauver la face. Éléonore s'occupait de tout, et maintenant elle est partie. Ce n'est pas grave d'accepter de l'aide. C'est à ça que sert la famille. La famille. Cet homme qui essayait de me voler ma maison. Merci pour ton inquiétude. Je vais très bien. Quand tu n'auras plus d'argent dans quelques mois, ne viens pas pleurer auprès de Diane. Nous ne sommes pas une banque. Il raccrocha. J'écoutai l'enregistrement 3 fois, puis l'envoyai à James Mitchell. Sa réponse fut immédiate. Il vient de prouver son intention d'exploiter votre vulnérabilité perçue. Abus financier sur personne âgée. Nous le tenons. Au début décembre, tout était prêt. James avait rédigé un mémoire documentant chaque conversation, chaque menace. Harold avait relié les relevés montrant mes 12,9 millions. Linda avait compilé les registres de location. Les dossiers s'empilèrent sur ma table, chacun une arme silencieuse. Le 10 décembre, Diane appela enfin. « Papa, Romain dit que tu n'as pas fait tes cartons. Les déménageurs arrivent dans 5 jours. » Je sais quand ils arrivent. Il faut prendre ça au sérieux. Nous avons besoin que la maison soit vide. Nous? Ou c'est Romain qui a besoin que la maison soit vide? Un silence. C'est la même chose, papa. Nous sommes mariés. Et ce qui est à moi, Diane, est-ce à lui aussi? La maison aurait dû être à moi quand maman est morte. Tu le sais. Ces mots me transpercèrent. Vraiment. Papa, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as pas de retraite à part la sécurité sociale. Ce n'est pas réaliste de garder une maison de cette taille. Romain t'a dit que je n'avais jamais travaillé. Tu étais un homme au foyer. Et tu crois que ça veut dire que je ne mérite rien? Ma voix monta, la douleur se mêlant à la colère. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Ton mari a décidé que je ne valais rien. Et tu es d'accord avec lui. Papa, tu es dramatique. Les Jardins du Crépuscule est un bel établissement. Tu auras des amis, des activités. C'est mieux que de vivre seul dans une maison que tu ne peux pas entretenir. Elle y croyait vraiment. Romain l'avait convaincu que me voler était un acte de bienveillance. Diane, dis-je doucement, te souviens-tu de ce que ta mère t'a dit sur son lit de mort? Elle a dit « Prends soin de ton père. Il est plus fort que personne ne le sait, mais il ne devrait pas avoir à être fort seul. Tu te souviens? » Oui, un murmure. Est-ce que c'est ça, prendre soin de moi? Papa, je te verrai à Noël. Nous en parlerons à ce moment-là. Je raccrochai. Le 15 décembre, les déménageurs arrivèrent. 2 hommes en combinaison, flanqués de Romain et son dossier sous le bras. « Messieurs, vous pouvez commencer par le salon. » « Je suis désolé, dis-je d'une voix posée, mais je n'ai engagé aucun déménageur. Le visage de Romain vira au rouge. « C'est le 15 décembre. Vous devez avoir quitté les lieux. » « Je n'ai pas besoin d'être ailleurs. C'est ma maison. C'est la maison de Diane. » Je me tournai vers les déménageurs. « Je suis désolé que vous ayez été appelés sous de fausses prétentions. Vous pouvez facturer à cet homme les frais de déplacement. »« Martin !» La voix de Romain devint stridente. « Nous avons un entrepreneur prévu. Alors vous devrez annuler? Nous vous ferons expulser. Je vous y encourage. Joyeux Noël, Romain. » Je refermai la porte doucement sur son visage stupéfait, puis appelai James Mitchell. Il vient d'essayer de faire enlever mes affaires sans mon consentement. J'ai tout sur vidéo. Parfait. Martin, êtes-vous prêt pour le dîner de Noël? Je suis prêt. Bien, il est temps d'en finir. Le 18 décembre, j'envoyai les invitations, de véritables cartons imprimés sur papier crème chez le papetier du centre-ville. Vous êtes conviés au dîner de Noël en la demeure de Martin Dubois, 847 rue des Érables, le 25 décembre à 18 h. Tenue de soirée exigée. À James Mitchell, j'ajoutais une note manuscrite. Veuillez apporter tous les documents. Romain appela moins de 2 heures après. Qu'est-ce que c'est? Vous organisez le dîner dans la maison que vous étiez censé avoir quittée. Je n'ai jamais quitté les lieux. Le dîner de Noël a lieu chez moi, comme depuis 43 ans. Diane et moi avons prévu d'organiser Noël dans notre appartement.
Alors vous devrez annuler? Nous ne viendrons pas. C'est votre choix, mais je pense que vous voudrez être là. Nous allons discuter de la maison, des finances et des projets futurs. Je pense que vous trouverez cela très intéressant. Un long silence. À quoi jouez-vous? J'organise le dîner de Noël. RSVP avant vendredi. Je raccrochais avant qu'il ne réponde. Patrice vint ce soir-là. Je dressais déjà la table avec la porcelaine de Limoges de la mère d'Éléonore, celle que nous ne sortions que pour les grandes occasions. Les bougies non allumées exhalaient une légère odeur de cire d'abeille. « Vous le faites vraiment ?» dit-il. « Je le fais vraiment. » James Mitchell arrive à 18h30, après le premier plat. Je veux que Romain soit à l'aise avant que nous commencions. Patrice sourit. « Vous êtes diabolique, Martin. » J'ai appris en 43 ans à regarder Éléonore gérer les gens difficiles. Elle disait toujours de rester calme, de rassembler ses faits et de frapper seulement quand on est en position imbattable. Et vous avez une position imbattable? J'ai 12 891 847 €. Je pense que c'est assez. Le matin de Noël se leva, clair et froid. Je m'éveillais à 5h30, contemplant le plafond de la chambre que j'avais partagée avec Éléonore pendant 43 ans. Aujourd'hui, j'allais me battre pour elle, pour nous. Je commençais à cuisiner. La dinde farcie aux herbes, la farce au marron, la purée à la crème, le gratin de haricots verts, la tarte à la patate douce et la tarte aux noix de pécan, celle-là même que Romain avait dédaignée l'an passé. Les arômes emplissaient la maison, mélange réconfortant de tradition et de promesses. À 16h, j'enfilais le costume acheté chez le tailleur. Gris anthracite, 800 €, tissu lourd et parfait. La montre de mon père au poignet, celle en or qu'Éléonore avait fait restaurer pour notre 30e anniversaire. Je me regardais dans le miroir. Un homme de 72 ans qui avait été sous-estimé trop longtemps. À 17h30, Patrice et Carole furent les premiers à arriver, suivis de Richard et Suzanne, puis des Martel. Tous impeccablement vêtus, tous porteurs d'une attente silencieuse. À 17h55, la berline de Romain s'arrêta devant la maison. Je l'observais depuis la fenêtre. Diane semblait plus pâle que d'habitude, les épaules légèrement voûtées. Romain arborait son uniforme habituel de fausse décontraction. J'ouvris la porte avant qu'il ne sonne. Diane, Romain. Joyeux Noël. Le baiser de Diane sur ma joue était hésitant. Son regard s'attarda sur mon costume, sur la montre qui scintillait. Je la vis vaciller, le premier doute traversant ses yeux. Romain entra directement, se dirigeant vers le salon, murmurant à Diane « Tu penses que sa montre est vraie ?» Sa phrase s'interrompit net, car au-dessus de la cheminée trônait une grande photographie encadrée d'Éléonore et moi, lors de nos 40 ans de mariage. Nous dansions, rayonnants, et à mon poignet, la montre exacte que je portais ce soir. Et juste en dessous, sur le manteau, une petite plaque de laiton neuve. Martin Dubois, propriétaire, 847 rue des Érables, 1981 à aujourd'hui. Romain fixa la plaque. Qu'est-ce que c'est que ça? La plaque que maître James Mitchell a fait réaliser pour moi. Elle vous plaît? Maître Mitchell? Diane parut confuse. Qui est James Mitchell? Mon avocat. Il nous rejoindra pour le dessert. À table, s'il vous plaît. Le dîner est servi. La salle à manger était parfaite. Bougies, porcelaine fine, cristal. Diane et Romain assis face à Patrice et Carole, dont les regards étaient des lames affûtées. Moi en bout de table, à la place du maître de maison. La chaise d'Éléonore, à l'autre extrémité, vide, celle que James occuperait. Nous commençâmes par la soupe au potimarron. La conversation était tachée, maladroite. Tout le monde, sauf Diane et Romain, savait ce qui allait se produire. Romain ne cessait de jeter des coups d'œil vers la chaise vide. « Quelqu'un d'autre nous rejoint ?» demanda-t-il finalement, sa voix un peu trop forte dans le silence feutré. « Mon avocat, comme je l'ai mentionné. Il sera là pour le dessert. » Ma réponse était d'une simplicité désarmante, mais elle portait le poids d'une intention. « Pourquoi votre avocat vient-il au dîner de Noël, papa ?» demanda Diane, sa voix empreinte d'une inquiétude grandissante. Elle ne comprenait pas, et cette incompréhension la rendait vulnérable.
Parce que nous avons des affaires de famille à discuter, répondis-je, mon regard clair, sans ciller. Romain posa sa cuillère à soupe avec un claquement sec et bruyant qui brisa l'apparente sérénité. Si c'est à propos de la maison, la menace était à peine voilée. Oh, c'est absolument à propos de la maison, lança Patrice avec une fausse jovialité, un sourire narquois aux lèvres. Entre autres choses. Il avait toujours su me défendre, mon frère. Les yeux de Romain se plissèrent, son visage se durcissant. Patrice, ceci est une affaire entre Martin et Diane. Cela ne vous regarde pas. Quand quelqu'un essaie de voler la maison de mon frère, cela devient mon affaire, répliqua Patrice, le ton ferme. Voler ? La voix de Romain se tendit, presque un sifflement. Nous ne volons rien. Diane a droit à... Gardons cette discussion pour le dessert, l'interrompis-je calmement, ma voix coupant court à la montée de tension. J'aimerais d'abord profiter du repas. Richard, comment va votre petit-fils à l'université ? La question était une encre jetée dans le tumulte, un rappel à la bienséance, à la tradition. Nous traversâmes ainsi la dinde farcie aux herbes, la farce au marron et à la sauge, les plats d'accompagnement. Chaque bouchée semblait lourde, chaque gorgée difficile. Je servais et débarrassais les assiettes comme si de rien n'était, comme si ce n'était qu'un dîner de Noël ordinaire, rythmé par les éclats de rire et les confidences. Mais la tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau, une chape invisible pesant sur chaque convive. Les conversations étaient forcées, les sourires tendus, et le silence, parfois, plus éloquent que n'importe quel mot. À 19h15, alors que je débarrassais les dernières assiettes du plat principal, la sonnette retentit de nouveau, un son aigu qui perça le lourd silence de la salle à manger. « Ce doit être James », dis-je, mon cœur battant un rythme régulier. « Patrice, tu veux bien m'aider à apporter les tartes ?» J'ouvris la porte pour trouver maître James Mitchell, impeccable dans un costume sombre, une mallette en cuir à la main. Son arrivée ajoutait une couche de formalité et de gravité à l'événement. « Monsieur Dubois, joyeux Noël !» Sa voix était professionnelle, son regard perçant. « Joyeux Noël, James. Tout le monde est dans la salle à manger. Vous êtes prêt ?» Il esquissa un sourire sec. « Je suis prêt depuis des semaines. » Nous entrâmes ensemble dans la salle à manger. Tous les regards se tournèrent vers nous, des yeux curieux, anxieux, hostiles. Le silence se fit absolu. « Tout le monde, commençai-je, ma voix portant au-dessus de la table. Voici maître James Mitchell, mon avocat. James, vous connaissez la plupart des personnes ici. Diane, Romain. James s'est occupé de la planification successorale de votre mère, Éléonore. » Cette dernière phrase, prononcée avec une légère emphase, ajoutait une dimension supplémentaire à la présence de James. James serra quelques mains autour de la table, un mouvement formel et calculé, puis s'assit à l'extrémité de la table, dans la chaise d'Éléonore. Il posa sa mallette sur le sol à côté de lui, son cuir brillant, tel un coffre au trésor ou une boîte de Pandore. « Bien, » dis-je en me rasseyant à ma place, mon regard balayant l'assemblée. « Passons au dessert. » Je servis les tartes, tarte à la patate douce et tarte aux noix de pécan, coupant chaque part avec une lenteur délibérée. Tout le monde prit un morceau, sauf Romain, qui restait assis, les bras croisés sur sa poitrine, son visage fermé. « Martin, » dit-il d'une voix tendue, presque un grognement. « Pourquoi votre avocat est-il ici ? » « Parce que nous allons discuter de la maison. Vous vouliez discuter de la propriété et des projets futurs, n'est-ce pas ? » Je pris une bouchée de tarte aux noix de pécan, savourant la douceur et le croquant. Délicieux. « Patrice, tu dois goûter ça. »« Papa. » La voix de Diane était tendue, à bout. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je posai ma fourchette, l'argenterie tintant légèrement contre la porcelaine, et croisai mes mains sur la table, le regard fixé sur Diane. C'était le moment. « Diane, Romain vous a dit que je n'avais plus les moyens de garder cette maison. C'est exact ? » « Eh bien, oui. Vous n'avez jamais travaillé et la pension de maman s'est arrêtée à son décès. » Sa réponse était une confirmation douloureuse des mensonges qu'elle avait ingérés. J'ai acquiescé. « Et Romain vous a dit que je n'avais que mes revenus de retraite, environ 1800 € par mois. Et sur la base de ces informations, vous avez tous les deux décidé que je devais déménager à la maison de retraite, les Jardins du Crépuscule,
qui coûte 3 200 € par mois, et que vous deviez prendre possession de cette maison. Est-ce exact? Ma voix était calme, mais chaque mot portait le poids d'une accusation silencieuse, d'une vérité amère que je m'apprêtais à dévoiler. Romain se pencha en avant, ses yeux fuyant les miens. Ce n'est pas comme ça que nous l'avons formulé, mais essentiellement, il cherchait ses mots, son assurance habituelle commençant à se fissurer sous le regard de ma famille. Oui, ai-je coupé, sans lui laisser le temps de se rétracter. C'est exact. Vous avez tous les deux cru que j'étais un vieil homme de 72 ans sans le sou, qui n'avait jamais travaillé et ne pouvait plus subvenir à ses besoins. L'air dans la salle se fit soudain plus lourd, la chaleur du salon familial semblant s'évaporer, remplacée par une tension palpable. Un silence assourdissant s'installa. Les têtes se tournèrent vers Romain, puis vers Diane, qui évitait le regard de tous, les mains serrées. Le problème, ai-je repris, ma voix posée et délibérée, c'est que chaque partie de cette croyance est basée sur des informations incomplètes. James Mitchell ouvrit sa mallette. Le claquement du fermoir résonna dans le silence. Il en tira un dossier épais qu'il posa devant lui avec précision. Commençons par la maison. Romain, vous avez dit que cette maison valait 800 000 €. Où avez-vous obtenu ce chiffre? Des ventes comparables dans le quartier. Vous avez fait évaluer ma maison sans ma permission? Il rougit. J'ai consulté les ventes comparables, c'est tout. Et sur cette base, vous avez supposé que la maison serait l'héritage de Diane. Ce devrait être son héritage maintenant. Vous ne pouvez pas l'entretenir. J'ai fait signe à James, qui fit glisser un document vers moi. Je le tins en l'air. Ceci est le titre de propriété du 847, rue des Érables. Il indique qu'Éléonore et moi avons acheté cette propriété en 1981, que l'hypothèque a été entièrement remboursée en décembre 1998, et qu'au décès d'Éléonore, la propriété est passée uniquement à moi. Je suis le seul propriétaire, pas Diane, pas vous, moi. Mais Diane est l'héritière? Non. La voix de James était ferme. Selon le testament de Madame Dubois, que j'ai rédigé et déposé au tribunal des successions il y a 14 mois, cette propriété reste à Monsieur Dubois pour le restant de sa vie. Elle ne revient à Diane qu'à son décès, et seulement sous des conditions spécifiques. Quelles conditions? Demanda Diane d'une voix à peine audible. La condition est que vous ne soyez pas marié à Romain au moment du décès de votre père. Si vous l'êtes, la maison est placée dans une fiducie au seul bénéfice de vos enfants, avec Patrice comme administrateur. Romain ne pourra jamais en revendiquer la propriété. Le silence qui s'ensuivit était écrasant. On entendait le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Le visage de Romain passa du pâle au rouge, puis au blanc cireux. Ce n'est pas légal. C'est parfaitement légal. Madame Dubois était très claire. Protéger son mari de toute personne qui pourrait tenter d'exploiter sa vulnérabilité perçue. Vulnérabilité perçue. La voix de Romain tremblait. Il est vulnérable. C'est un vieil homme sans argent. En fait, ai-je dit doucement, c'est la deuxième idée fausse que nous devons aborder. James tira de sa mallette un document épais et relié qu'il fit glisser au centre de la table. Ceci est un compte-rendu complet de mes actifs financiers au 23 décembre 2024. Romain, vous avez supposé que je n'avais que mes revenus de retraite, environ 1800 € par mois. C'est exact? Il hocha la tête, muet. Mon revenu mensuel est de 45 000 €. Retraite, plus revenu locatif des propriétés que je possède? Diane leva brusquement la tête. Des propriétés? Quelles propriétés? J'ai tourné la page et les ai lues à voix haute. Une par une. Les 17 propriétés locatives. Toutes achetées par Éléonore sur 20 ans, toutes à mon seul nom. Chaque adresse que j'énumérais était une pierre supplémentaire dans la forteresse que ma femme avait bâtie autour de nous. Au moment où j'eus terminé, Romain serrait le bord de la table si fort que ses phalanges étaient blanches. 17 propriétés, revenus locatifs mensuels nets, 40 et 1 000 €. Retraite, 2 000 €. Dividende, 2 000 €. Revenu mensuel total, 45 000 €. Plus d'un demi-million par an. C'est impossible, chuchota Romain. C'est documenté. J'ai tourné la page. Maintenant, les actifs.
Compte courant, 85 000 euros. Épargne, 720 000 euros. Compte monétaire, 1 150 000 euros. Investissement, 2 250 000 euros. Retraite, 1 750 000 euros. Portefeuille d'actions, 1 80 000 euros. Placements immobiliers, 6 200 000 euros. J'ai levé les yeux. Valeur nette totale au 23 décembre 2024, 12 500 000 euros. Le seul son perceptible était le tic-tac de l'horloge. 12 millions, murmura Diane. 12 891 847 euros. Votre mère a passé 40 ans à bâtir tout cela pour moi. Chaque acquisition, chaque placement, méticuleusement planifié pour que je n'ai jamais besoin de dépendre de qui que ce soit. Mon regard se posa sur Romain. Elle savait que quelqu'un pourrait supposer qu'un homme qui restait à la maison n'avait aucune valeur. Alors elle s'est assurée que j'ai les trois. Valeur, actif, pouvoir. Romain tremblait. Vous m'avez laissé croire. Je vous ai laissé me montrer exactement qui vous êtes. Vous avez supposé que j'étais sans valeur parce que je ne travaillais pas en dehors de la maison, que j'étais ignorant parce que j'avais laissé ma femme gérer les finances, que j'étais impuissant parce que j'ai 72 ans et que je suis veuf. Je me suis levé, posant les mains à plat sur la table. Et sur la base de ces suppositions, vous avez tenté de voler ma maison. Vous avez annoncé devant ma famille que vous alliez la prendre. Vous avez programmé des déménageurs sans ma permission, engagé des entrepreneurs pour démolir des murs, mesuré pour des meubles, traité ma maison comme si elle était déjà la vôtre. Nous essayons de vous aider. M'aider? J'ai sorti mon téléphone. Sa voix a rempli la pièce. Vous n'avez jamais travaillé. Vous n'étiez qu'un homme au foyer. Maintenant qu'Éléonore est partie, vous devez être réaliste. Silence. Quand vous serez à court d'argent, ne venez pas pleurer auprès de Diane. Nous ne sommes pas une banque. Silence. Vous êtes un vieil homme sans argent. J'ai arrêté la lecture. Ceci s'appelle l'abus financier envers une personne âgée. C'est illégal. James se leva, sa stature ajoutant au poids du moment. Monsieur Dubois a tout documenté. Chaque conversation, chaque menace, chaque supposition. Enregistrement, témoin, schéma clair d'une tentative d'exploitation. Je veux que vous compreniez quelque chose, ai-je repris, ma voix à présent très douce, presque un murmure, mais qui portait une menace bien plus grande que n'importe quel cri. Je pourrais porter plainte. Je pourrais vous poursuivre pour tentative de fraude. Je pourrais rendre votre vie très, très difficile. Romain était pâle, ses jointures blanches, alors qu'il serrait les accoudoirs de sa chaise, le bois semblant craquer sous la pression. Une goutte de sueur a perlé sur sa tempe. « Mais je ne vais pas faire ça !» ai-je poursuivi, le laissant mariner dans son angoisse. « Savez-vous pourquoi ?» Il n'a rien dit, incapable d'articuler un son, son regard vide et perdu. « Parce que vous êtes le père de mon petit-fils, Olivier. Et parce qu'une partie de moi espère que vous êtes capable d'apprendre de cela. » J'ai ressenti un pincement au cœur en prononçant ces mots, une lueur d'espoir ténue pour le bien de mon petit-fils. Je me suis rassis, le dossier devant moi. Voici ce qui va se passer. Vous et Diane quitterez cette maison ce soir et ne discuterez plus jamais de la prendre. Vous ne remettrez plus jamais en question ma compétence financière ou ma capacité à vivre de manière indépendante. Vous vous excuserez auprès de chaque personne présente dans cette pièce pour votre comportement à Noël. Mon regard a balayé la table, s'arrêtant un instant sur chaque visage avant de revenir à Romain. Et si nous ne le faisons pas? La voix de Romain était à peine audible, un murmure de défi désespéré. Alors Maître Bertrand déposera une plainte lundi matin, et vous découvrirez ce que c'est de devoir vous défendre face à un adversaire qui a 12 millions d'euros et une excellente représentation légale. J'ai prononcé ces mots avec une froideur que je ne me connaissais pas, mais qui était nécessaire. J'ai ensuite regardé Diane. Ma fille, qui n'avait rien dit durant toute cette révélation, qui était restée assise là, apprenant que sa mère avait des millions dont elle n'avait jamais parlé, que son père n'était pas le vieil homme impuissant qu'elle avait cru être. Ses yeux étaient rouges, ses joues mouillées de larmes silencieuses. La trahison sur son visage était aussi profonde que la surprise. Je me souvenais de son rire d'enfant, si léger, si insouciant,
Où était-il passé? Diane, ai-je dit doucement, la douleur perçant ma voix. Je suis déçu de toi, pas d'avoir épousé Romain. Les gens épousent parfois la mauvaise personne. Mais de l'avoir cru quand il a dit que j'étais sans valeur, de ne pas m'avoir appelé une seule fois après Noël pour demander si j'allais bien, d'avoir laissé ton mari intimider ton père. Papa, je ne savais pas, a-t-elle murmuré, sa voix brisée par les sanglots. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas demandé. Tu as supposé, tout comme lui. Ses larmes coulèrent plus vite maintenant, mais mon cœur était devenu une pierre face à sa détresse. Je me suis levé à nouveau. Je pense qu'il est temps pour vous deux de partir. Tous les autres sont les bienvenus pour un café. Diane, Romain, vous devez partir maintenant. L'air était devenu glacial entre nous. Ils se sont levés, leur mouvement lent, chargé de défaite. Romain semblait vidé, son arrogance balayée, ne laissant qu'une coquille vide. Diane pleurait silencieusement, ses épaules secouées par des hoquets étouffés. À la porte, elle s'est retournée, son visage déformé par le chagrin. « Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû... » « Je sais, » ai-je dit, adoucissant légèrement ma voix. Mais maintenant, une distance s'était installée, une barrière invisible. « Nous parlerons plus tard. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux profiter de Noël avec des gens qui m'apprécient vraiment. » J'ai fermé la porte derrière eux, le claquement sourd résonnant dans le vestibule, marquant la fin d'une ère et le début d'une autre. Un soupir collectif a traversé la pièce, et j'ai senti une tension immense se relâcher. 6 mois plus tard, je me suis réveillé par un doux matin de juin, la lumière du soleil inondant ma chambre à travers la fenêtre ouverte. L'air était léger, parfumé par le chèvrefeuille du jardin. La maison était calme. Ma maison. Le 847, rue des Érables, possédé par Martin Dubois, habité par Martin Dubois, entretenu par le revenu mensuel de Martin Dubois de 47 000 €. Un sentiment de paix profonde m'a envahi. Le silence n'était plus vide, mais empli de sérénité. J'ai préparé mon café, le doux arôme se répandant dans la cuisine, et je l'ai emporté dans le jardin. Les roses qu'Éléonore avait plantées étaient en pleine floraison, leurs pétales veloutés d'un rouge profond, comme le jour où nous les avions choisis ensemble, il y a si longtemps. Le potager prospérait, les tomates promettant une récolte abondante. Tout était exactement comme il se devait. J'ai repensé à Éléonore, son chapeau de paille, ses mains terreuses, son rire léger. Elle aurait été fière. La voiture de Patrice s'est garée à 9 heures pile, le gravier crissant sous les pneus. « Prêt pour le club de lecture ?» a-t-il lancé en me voyant approcher de sa voiture, son sourire chaleureux comme toujours. « Prêt », ai-je répondu, un sourire sincère étirant mes lèvres. Au club de lecture, je n'étais que Martin, le veuf qui aimait les romans policiers et apportait toujours d'excellents sablés faits maison. Personne ne connaissait les 12 millions d'euros. Personne n'avait besoin de le savoir. Ma richesse n'était pas celle des chiffres, mais celle de la tranquillité retrouvée, des amis fidèles et des souvenirs chéris. C'était plus que suffisant. Diane m'avait appelé 3 fois depuis Noël, ses messages vocaux empreints d'une hésitation palpable, comme si elle marchait sur des œufs. Nous avions pris un café une fois, dans un petit établissement discret du centre-ville, où les tables étaient si proches qu'il fallait baisser la voix. L'ambiance était tendue, lourde d'un non-dit, et le silence entre nos gorgées amères était plus éloquent que n'importe quelle conversation. Elle s'était excusée, les yeux rougis, pour le rôle qu'elle avait joué, ou plutôt n'avait pas joué, dans cette mascarade orchestrée par Romain. Et j'avais accepté, non sans une pointe de douleur persistante au fond de moi, mais avec la sincérité d'un père qui pardonne. La reconstruction de notre lien était lente, fragile, comme une vieille porcelaine recollée pièce par pièce. Mais nous avancions. Olivier était venu me voir 2 fois, sans Romain, que je n'avais pas revu depuis cette nuit de Noël glacial. Ces visites étaient de petits rayons de soleil, des bulles de rire qui résonnaient de nouveau dans les couloirs de la maison. Nous avions construit des châteaux de Lego, lu des histoires de chevaliers et dégusté les sablés qu'Éléonore aimait tant préparer. Il m'avait raconté ses journées d'école, ses dessins, et j'avais senti son affection revenir, libérée de l'ombre pesante de son père.
J'avais appris par Patrice, lors de notre club de lecture hebdomadaire, que Diane et Romain suivaient une thérapie de couple. Patrice avait glissé l'information avec une prudence calculée, son regard perçant sondant ma réaction. Je n'avais pas affiché grand-chose. Je ne savais pas s'ils s'en sortiraient. Ce n'était plus mon affaire. Leurs problèmes étaient les leurs, une conséquence directe de leur choix. Ce que je savais, avec une certitude apaisante qui me réchauffait le cœur, c'est que j'avais sauvé ma maison, ce sanctuaire de souvenirs et de paix. J'avais retrouvé ma dignité, érodée par des années d'invisibilité, et mon indépendance, que Romain avait cherché à m'arracher. C'était une victoire silencieuse, mais d'une immense résonance. Certains jours, Éléonore me manquait encore terriblement. Une odeur de rose ancienne, la mélodie d'une chanson à la radio, ou simplement le silence de la maison, pouvaient raviver ce vide lancinant. Mais je pouvais la sentir dans chaque recoin de cette maison, dans le parfum des roses qu'elle avait plantées, dans la douce lumière filtrant à travers les rideaux qu'elle avait choisis, dans le craquement familier du parquet sous mes pieds. Sa présence était un baume, une force tranquille. Elle était là, dans chaque décision qu'elle avait prise pour me protéger, dans l'héritage qu'elle m'avait laissé et qui m'avait permis de me tenir debout, de me défendre. Ce soir-là, je me suis assis sur ma véranda, le verre de vin rouge à la main, et j'ai regardé le soleil se coucher sur mon jardin. Les rayons dorés caressaient les feuilles des arbres, transformant le paysage en une toile impressionniste. L'air était doux, teinté des senteurs de la terre humide et du jasmin grimpant. C'était mon rituel, un moment de calme pour prendre la mesure du temps qui passe. J'ai repensé à tout ce que j'avais appris au cours de ces derniers mois. Que le fait d'être sous-estimé pouvait être un avantage stratégique, une arme insoupçonnée. Que la documentation était un pouvoir, une armure contre les mensonges. Que l'âge était sagesse, non faiblesse, une bibliothèque vivante d'expérience et de résilience. Que les victoires discrètes, celles qui ne s'affichent pas en grande pompe, étaient souvent les plus gratifiantes, les plus profondes. J'ai revu dans mon esprit le regard de Romain, ce soir-là. Le choc, l'incrédulité, puis l'horreur grandissante lorsqu'il avait réalisé que je n'étais pas le vieil homme impuissant qu'il avait imaginé. Ses yeux s'étaient écarquillés, sa bouche entr'ouverte, trahissant une détresse authentique, mais pour lui-même, pas pour moi. Il avait révélé sa cruauté à quelqu'un qui avait le pouvoir de le détruire, et la grâce de choisir de ne pas le faire. Ce souvenir me faisait toujours esquisser un sourire ténu. J'aurais pu le ruiner. J'aurais pu porter plainte, le poursuivre en justice pour dommages et intérêts, transformer sa vie en un cauchemar légal. Mais Éléonore m'avait enseigné quelque chose d'important, une leçon qu'elle avait souvent répétée à propos des petites querelles de voisinage ou des malentendus familiaux. La plus grande victoire n'est pas d'écraser son adversaire, c'est de protéger ce qui compte pour vous et de s'éloigner, la dignité intacte. Je l'avais fait. J'avais protégé ma maison, mon avenir et l'héritage de mon petit-fils contre quelqu'un qui avait essayé de tout prendre, basé sur la simple et arrogante supposition qu'un homme de 72 ans qui laissait sa femme gérer les finances devait être impuissant et sans le sou. L'ironie de la situation me faisait encore sourire, un sourire teinté d'une satisfaction douce amère. Demain, je prendrai un café avec Patrice, comme d'habitude, un moment pour échanger sur nos lectures et les petits tracas de la vie. La semaine prochaine, j'avais une réunion du conseil d'administration de la bibliothèque locale. Il m'avait invité à les rejoindre en tant que directeur, et j'avais accepté avec un enthousiasme renouvelé. Le mois prochain, j'emmènerai Olivier à la plage pour des vacances grand-père-petit-fils, juste nous deux, pour construire des châteaux de sable et chercher des coquillages. Ma vie était pleine, riche de sens et de projets. Mon avenir était assuré, ancré dans cette maison et mes souvenirs. Ma maison était mienne, plus que jamais. Et si jamais quelqu'un supposait à nouveau qu'un homme tranquille, un peu âgé, qui faisait confiance à sa femme pour les finances, devait être incompétent et ruiné, eh bien, il ferait la même erreur que Romain. Et cette fois, je serais prêt. J'ai levé mon verre de vin vers la chaise vide à côté de moi, celle où Éléonore s'asseyait autrefois pendant nos soirées sur la véranda, nos mains souvent entrelacées. Le tissu de son coussin préféré était légèrement décoloré par le soleil, mais son empreinte y était toujours. « Merci »,
ai-je murmuré au silence du soir, ma voix à peine audible. Pour tout, pour m'avoir protégé, même après ton départ. Pour avoir cru que j'étais assez fort pour utiliser ce que tu m'as donné. Une brise légère a fait frissonner les roses, leur parfum doux et familier m'enveloppant. Et quelque part, au plus profond de mon cœur, j'ai senti son sourire. À 72 ans, j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Ne jamais sous-estimer un homme qui a été bien aimé, qui a été minutieusement préparé à affronter le monde et qui a été poussé suffisamment loin pour enfin riposter. Le soleil s'est couché, drapant mon jardin, ma maison, ma vie d'une lumière dorée et apaisante. Et c'était assez, c'était plus qu'assez.